Raphaël Oulu, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du MSR, un important haut cadre du FCC, la famille politique de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui, la sœur jumelle aujourd'hui, Janet Kabila, est convoqué au renseignement militaire. Beaucoup de supputations, ça s'est dit beaucoup de choses. Vous êtes un des proches de l'ancien président. Votre réaction? Notre réaction pour le moment, c'est de nous réserver. De nous réserver, bien que cela paraît être anodin, pour que pour la troisième fois, l'on aille perquisitionner la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, et que maintenant on invite la présidente, l'honorable Janet Kabila, à la DEMIAP. Ce n'est même pas une juridiction civile, à la DEMIAP. Nous sommes en train d'attendre ce qui en sortira. Mais nous comprenons tout de suite les mouvements du pouvoir, du régime actuel. C'est dans Kikini et la famille Kabila, dans Kikini Joseph Kabila. Parce que on est allé trop loin. Même le symbole, le mémorial a été touché. Emporté le véhicule sur lequel on avait transporté la dépouille mortelle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous nous demandons, la perquisition doit aller jusqu'à ces niveaux. Nous ne voulons pas faire trop de commentaires pour l'instant. Nous avons nos yeux et nos oreilles tournés vers la DEMIAP, attendant, suivre, écouter qu'est-ce qui va se passer de cette invitation. Mais au moins nous disons, pour nous, c'est vraiment anormal. Et ça ne nous enchante pas. La DEMIAP n'est pas n'importe quelle structure, c'est un service des renseignements, c'est pas la police, comme vous venez de l'épingler, ni la justice du droit commun. Est-ce qu'il y a des raisons sérieuses d'imaginer que Janet Kabila serait trempée dans des histoires bizarres au point que les renseignements militaires puissent quand même la convoquer? Je ne voudrais pas me prononcer à ce sujet, mais je connais que Janet Kabila, une femme de grande moralité et d'éducation rectiligne, je pense qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une quelconque situation malencontreuse qui amènerait la DEMIAP à perquisitionner chez elle, au moins à la fondation, ou la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila elle-même, en tant que structure, ne peut pas poser des actes antipatriques, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila est symbole de la patrie et nationale, la patrie congolaise. Donc nous disons-nous que nous sommes encore sereins, nous attendons voir qu'est-ce qui adviendra. Mais tout de même, ça inquiète. 3 fois une perquisition dans ce qui normalement est une fondation. Est-ce que ça serait toujours des actes qui, comme vous dites, voudraient seulement inquiéter la famille de Joseph Kabila? Pourquoi on inquiéterait la famille de Joseph Kabila? Écoutez, ça gêne un peu pour certains. Je ne sais pas s'ils ont voulu voir Kabila être enterré ou ça dérange, je ne sais pas, ils ont des inquiétudes à quel niveau. Et voilà pourquoi ça nous gêne, même nous, que ça soit 3 fois de suite une perquisition à la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui est tout de même gênant, pendant que au pays, on a beaucoup d'autres choses à faire. Je ne vois pas ce qu'on irait chercher
dans une fondation qui se veut être pacifique, sociale et philanthropique. Je ne vois pas qu'est-ce que ça cacherait. Et parce que aujourd'hui, je serais heureux, de comprendre que l'on ait démantelé les M23 ou les adeptes de M23 à Kinshasa, ou que l'on ait démantelé les Mobondo à Kinshasa, ou qu'on ait compris pourquoi les militaires de la garde républicaine et la police se sont livrés à des échauffourées sur l'avenue de poids lourds. C'est peut-être ça qui pourrait aider la population à comprendre et à voir vers où nous sommes en train d'aller. Mais une perquisition répétitive dans une structure comme la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, il faut dire tout de suite que c'est gênant. Hier, c'était la clôture de la résidence de GLM de Joseph Kabila. Aujourd'hui, et à plusieurs reprises, la Fondation. On cite également le siège de l'entreprise égale de Olive Lembe. Beaucoup dans le pouvoir, ils disent que c'est pas un acharnement, c'est plutôt la famille Kabila était trempée dans beaucoup de magouilles, dans beaucoup des irrégularités. Et c'est seulement presque un retour à l'ordre qui donne l'impression d'un acharnement. Que répondez-vous? Bon, cet argumentaire que vous développez, je ne sais pas comment dois-je réagir, parce que sans preuve, est-ce que ce ne sont pas des accusations gratuites? Attendons voir qu'on nous donne de preuves. On a perquisitionné Égal aussi. Est-ce qu'il y a de preuves d'opérations illicites? Et on a perquisitionné GLM, on est allé, c'était juste l'enclos qu'on a cassé. Depuis qu'on a cassé l'enclos, est-ce qu'on a trouvé quelque chose de séditieux? Et on est allé aussi à Kingakati à un certain moment où on prévoyait d'aller à Kingakati pour faire la perquisition. On est allé à Lubumbashi, à Kashamata. Est-ce qu'on a trouvé de preuves séditieuses? Je crois que nous devons nous réserver pour aller trop vite en besogne. Est-ce que la famille Kabila est clean? Parce que du côté du pouvoir, on dit c'est à cause des cadavres qui sont dans les placards de la gestion Kabila. Si ce sont des cadavres, autant les extraire, le montrer. Pourquoi on ne le montrerait pas? Pourquoi on ne le prouverait pas? Moi, je ne peux pas commencer à supputer autour des questions qui méritent de preuves pour qu'on en parle. Maintenant, là, sans preuve. Si c'est ça le cas, qu'on le prouve. Mais attendez, pourquoi on attend à montrer ces preuves-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'est peut-être les débuts. Non, attendez, Kabila n'est plus au pouvoir. Jeannette Kabila n'est plus à l'Assemblée nationale. Écoutez, pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour ça justifie ces perquisitions et toutes ces actions. Non, écoutez, ça justifie les perquisitions. Il ne faut pas commencer à mettre dans la tête de gens des histoires sensationnelles. Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de place. Écoutez, le Congo a tellement de problèmes aujourd'hui qu'on peut s'atteler à les résoudre plutôt que se livrer à du sensationnel. Et ce n'est pas ce qui nous avance, parce que le prix sur le marché sont en train de galoper, les fonctionnaires sont en train d'attendre leur salaire de mois de février. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars, on n'est pas encore payé, et il y a beaucoup, les entreprises ou les structures génératrices de recettes n'ont pas eu leur prime depuis le mois d'octobre ou de novembre jusqu'à ce jour. Donc voilà, ce sont des problèmes auxquels il faut s'atteler rapidement à résoudre, plutôt que d'aller s'attaquer à des paisibles citoyens et pour peaufiner quelques preuves à venir montrer de manière sensationnelle aux gens un jour, comme c'est le cas de ce qui commence déjà à être germé, tel que vous le dites. Donc je pense que
il faut qu'on évolue. Ça ne nous avance à rien du tout. Aujourd'hui, les gens se demandent que pense lui-même, Joseph Kabila, l'intéressé, de ces perquisitions, de tous ces attaques, disons-le, ou bien toutes ces affaires que l'État fait contre lui ou contre ses biens ou contre sa famille. Ben, il est serein, il laisse que la justice fasse son travail, parce qu'ils sont allés jusqu'à des résidences. Souvenez-vous, Zoé Kabila, on est allé à sa résidence, à sa maison pour dire que c'était la maison de tel. Il n'a pas acquis légalement, il faut lui retirer. Donc, attendez, il y a ici chasse à la sorcière, comme on dit. Et on est en train de chercher peut-être à inquiéter, à maltraiter la famille Kabila, ou peut-être pour se donner une conscience tranquille, qu'on a fait du bon boulot. Peut-être, mais je dis et je répète, le Congo a trop à faire de plus important plutôt que ça. Et il faut qu'on s'attelle à ce qui est important, ce qui est vital, ce qui est primordial, ce que le peuple congolais attend. Nous avons autant de promesses qui ont été faites lors des campagnes électorales qu'on n'a pas encore vu le début de l'exécution. Donc, ce n'est pas les perquisitions. Parlons du Congo maintenant, l'actualité, la marche du pays. Nous sommes à l'étape où il y a eu élection, il y a un formateur qui consulte. Beaucoup se demandent la position du FCC. Et vous demeurez dans l'opposition, vous demeurez dans les boycotts, vous êtes prêt, ou bien vous êtes prêt si l'informateur vous invite à y aller, même à participer, comme les cas de Matata Ponyo, d'autres opposants, Adolphe Muzito et autres. Quelle est aujourd'hui la position du FCC? Le FCC a sa ligne de conduite depuis toujours, et cette ligne est connue. À partir du moment où nous avions soumis des préalables au pouvoir actuel, à examiner avec nous pour aller de manière sereine aux élections, et que le pouvoir avait réservé une fin de non-recevoir, le FCC s'est retiré du processus électoral. Ça veut dire le processus électoral et tout ce qui découlerait du processus électoral, c'est-à-dire désignation des députés, des sénateurs ou le Premier ministre ou le gouvernement dans son ensemble, ou le projet qu'ils ont partant des promesses faites lors de campagne électorale, tout cela ne nous intéresse pas, nous FCC. Nous n'avons pas à attendre la main tendue pour que nous allions aujourd'hui répondre. Non, nous ne pouvons pas y aller. Nous disons, cette main tendue, nous FCC, nous la refusons. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Nous voulons voir comment les choses vont aller. Nous les laissons le temps de bien gérer sans le FCC, parce que, souvenez-vous, il y a eu l'accord FCC Cash, la coalition FCC Cash. Voudriez-vous qu'on revienne encore à la coalition FCC Cash? Non, on n'en a pas besoin. Les gens dont vous avez cité les noms, eux, ils ne sont pas au FCC. Matata, Muzito. Ils ne sont pas au FCC. Des opposants comme vous. Hein? Ils sont opposants, c'est vrai, mais on cherchait à aller légitimer le processus électoral qui était déjà piégé. Ils sont allés légitimer un processus électoral déjà piégé, mais ils en ont eu leur compte. Et ils n'ont que leurs yeux aujourd'hui pour pleurer. Et nous avions dit depuis les temps immémoriaux que ce processus électoral devait être entaché de beaucoup d'irrégularités. Vous en avez eu des preuves. Et nous avons fustigé la constitution de cette Cour constitutionnelle. Et jusqu'à ce jour, vous avez encore de preuves que la Cour constitutionnelle, à partir de ce qu'elle est en train de faire comme travail,
les députés qui ont cru, peut-être en allant poser leur recours, déposer leur recours à la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ils sont en train de grincer dedans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais donne raison à la position du FCC. Nous ne boycottons rien. Mais nous disons, le processus électoral, par le fait qu'il était entaché d'irrégularité dès le départ, nous avons haussé le ton. Même quand il y a eu l'examen de la loi électorale par une famille monocolore à l'Assemblée nationale, souvenez-vous, nous avons haussé le ton lorsqu'il y a eu l'enrôlement des électeurs de façon chaotique. Souvenez-vous aussi, nous sommes restés logiques à nous-mêmes. Nous, rien ne nous intéresse pour le moment. On les laisse continuer. Que le régime de Tshilé Gelou continue. Rien ne vous intéresse, même la guerre à l'Est, où le M23 est en train d'avancer. On craint même que les pays puissent partir. Ça vous intéresse toujours pas? La guerre à l'Est nous intéresse, ce n'est pas dans le processus électoral. La guerre est un fait qui nous intéresse au plus haut point parce que même avant, nous avions dit, nous avons haussé le ton. Lorsque le régime avait approché les M23, souvenez-vous, on a fait venir les M23 à Kinshasa, logés pendant 14 mois. Le président Tshisekedi a démenti cela. Mais ils étaient ici, c'est eux-mêmes qui disent. C'est eux-mêmes les M23 qui le disent. Il a été accueilli au stade et les talibans ont chanté pour lui Yonani, Oboya Kagame, Yonani, Oboya Kagame. On a vu au stade. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, mais tout est lié. Nous, FCC, au moins, c'est depuis longtemps que nous sommes en train de parler et de hausser les tons lorsqu'il y a un problème. Même s'il y a longtemps, il ne faut pas négliger cela. Mais nous avions dit, ce régime est en train de faire, il va les récolter. Aujourd'hui, il est en train de les récolter. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé Kagame son frère. Des accolades, des embrassades. Depuis quand Kagame devient le frère de Félix Tshisekedi? Moi, j'ai toujours dit aux gens, Joseph Kabila est beaucoup plus frère de Félix Tshisekedi que Kagame, parce que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, selon l'histoire de notre pays, ils sont tous les descendants d'Ilungambidi. Et si les gens ne le savent pas. Mais que vous appeliez Kagame frère, voilà ce que le frère a fait à son frère. Et aujourd'hui, le M23, un mouvement rebelle, terroriste, qui est en train de sévir à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons des frères, nous avons de la famille à l'est de la République. Et nous-mêmes, certains parmi nous sont originaires de l'Est. Ça nous intéresse au plus haut point. Mais ça nous intéresse au plus haut point, nous disons au gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement ou le régime actuel doit faire pour mettre fin à la guerre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, c'est de faire la guerre. En Swahili, on dit dawa ya moto ni moto. C'est-à-dire, littéralement, le produit qui freine le feu, c'est le feu. Il faut le feu. Kagame ne comprend que le langage de guerre. Vous ne pouvez pas solliciter sa compréhension dans des négociations, dans des forats au niveau international. Vous l'amenez à Nairobi, à Luanda, je ne sais où, à Brazzaville, ou encore. Le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai appris, si c'est vrai ou faux, il accepte d'aller, où il a toujours dit qu'il aimerait négocier avec Kagame. Paul Kagame a même accepté. Paul Kagame, plutôt que le M23. Oui, il peut avoir raison. Mais écoutez, Paul Kagame, il est pantin des sociétés multinationales, américaines et occidentales en général. Paul Kagame, il est le bras séculier de choses des Occidentaux pour déstabiliser le Congo. Il n'a pas la décision, Paul Kagame. Il doit se référer
à ceux qui l'envoient, ceux qui lui chargent de cette mission. Mais le président de la République va aller causer avec lui, le rencontrer, il ne fera rien. Ils peuvent faire 148 rencontres, il n'y aura aucune solution. Vous allez voir que la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne donnera rien. Au contraire, pendant qu'ils seront en train de parler, c'est à ce moment que le M23 va encore récupérer d'autres villages ou d'autres groupements. Donc, c'est pour vous dire que si la diplomatie qu'on vante ici, diplomatie de choc, je ne sais pas quoi encore, quel qualificatif on lui donne, devait amener le président Félix à négocier avec les Américains, avec les Français, avec les Belges, avec les Italiens, avec tous ces pays-là qui ont des intérêts en République démocratique du Congo, pour arriver à la paix. Là, il y aurait une solution. Mais Kagame seul, il ne fera rien. Il ne fera rien. La guerre nous intéresse parce que nous sommes en train de dire la vérité. Nous vivons. Mais vous ne faites même pas des marches. Il y a des marches. Écoutez, ici. Il y a des actions. Vous ne vous associez pas. Vous n'êtes même pas organisateur de toutes ces activités. Nous sommes en train de le dire. Nous vous le disons, vous diffusez plusieurs fois. Ils n'écoutent pas. Ces gens du régime n'écoutent rien. Pourquoi vous ne faites pas des marches? Ils ne veulent... Attendez. Il y a eu des marches. Combien de marches a-t-on fait dans ce pays? Est-ce que Kagame a écouté pour autant? C'est une pression. C'est une pression. La dernière fois, c'était contre les ambassades. Mais écoutez, ces ambassades-là ne feront rien non plus. On est en train de ternir l'image du pays pour rien. Et j'ai vu même un ministre membre du gouvernement passer dans les réseaux sociaux en train de dire... Mais il y a des secrets de guerre qu'on ne peut pas dévoiler. Un ministre passe, il est en train de dire pourquoi le M23 est fort, pourquoi la RDC est en train de perdre. Un ministre comme ça, il faut le chasser le lendemain. Le pays en guerre, lui, est en train de s'amuser dans les réseaux sociaux, en train de dire voilà là où nous avons failli, voilà ce qui manque, nous avons ça, et ils viennent avec ça, etc. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et dire qu'il y a un vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui l'écoute, qui l'entend, qui le laisse parler. Non, attendez un peu. C'est quel pays là? Non, nous disons ceci. Paul Kagame n'entend que le son de guerre. Vos négociations là ne donneront rien. Ce que nous proposons, c'est la guerre. Les négociations vont nécessairement venir. Quand il y a la guerre, on finira par négocier, par se mettre autour d'une table. Et là, on ira en position de force. Comment voulez-vous qu'on aille parler? On est en position de faiblesse. On concentre toutes les forces autour de Goma et de Sake. Ils traversent, ils vont vers le nord. Ils prennent Vichumbi et les autres localités et groupements. Et nous, même les dimanches, on est en train de nous prendre des localités. Les dimanches. C'est comme pour dire que ces gens de M23 là, ils n'écoutent même pas la voix de Dieu. Le jour réservé à Dieu, et ils sont en train de récupérer nos villages. Et on va nous dire non, nous attendons les négociations. Quand le chef va rencontrer Paul Kagame, il y aura une... Non, il faut faire la guerre. Vous avez vu lorsque il y a eu une bombe qui est tombée par inadvertance de manœuvre, etc., sur le sol rwandais. Vous avez vu comment Paul Kagame était ému. Voilà le langage qu'il comprend. Voilà le langage qu'il comprend. S'il y a 3, 4, 5 bombes qui tombent sur Kigali, moi je me demande pourquoi on est chaste. Pourquoi la RDC est restée chaste? Pourquoi le régime est chaste avec Kagame? Pourquoi? Pourquoi? Faites tomber 3, 4 bombes à Kigali, ou je ne sais où, dans quel village. Vous allez voir, on va appeler le président, cette fois-là, aux négociations. Il pourra aller en position de force. Mais comme ça, eux sont en train de prendre des villages.
Ils sont en train de prendre des regroupements. Et nous, depuis que Bunagana a été pris, on n'a jamais récupéré un seul village. On n'a jamais récupéré un seul groupement. Et nous irons dans les négociations avec Paul Kagame, où le président va aller aux négociations avec Kagame en position de faiblesse. Ça ne donnera rien. La logique à suivre, c'est la guerre. Raphaël Ououlou, merci beaucoup. Merci.